Bien, bonjour tout le monde, il est midi 5. Bienvenue à ce webinaire 05 PEF qui se veut une mobilisation des connaissances. Il manque quelques participants, mais je vais quand même commencer. Donc, en vous présentant Geneviève Mac, qui est avec nous aujourd'hui, qui travaille pour la SRSA et qui travaille avec nous afin d'évaluer le projet de recherche Cultivons l'avenir. Donc, elle va nous parler de l'importance de la promotion de la santé mentale, puis un peu de notre projet, donc des faits saillants de ce projet-là, mais tout aussi l'intention, d'où est venue l'idée du projet Cultivons l'avenir. Donc, Geneviève, je vais te laisser peut-être si tu veux te présenter, puis ensuite je partagerai ta présentation quand tu seras prête. Certainement. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être là. On travaille un petit peu dans l'ombre de la FCO. Là, on fournit dans le fond des partenaires d'évaluation pour le projet Cultivons l'avenir. Je vais en revenir tout à l'heure. Donc, je fais partie d'un organisme de recherche à but non lucratif qui s'appelle la Société de recherche sociale appliquée. Ça fait 30 ans qu'on existe à peu près. Puis, on travaille dans en fait, de la recherche, évaluation, analyse de politique. On travaille avec la FCO depuis plusieurs années déjà. Puis, on travaille aussi sur beaucoup de projets avec l'Agence canadienne de santé publique, qui est le bailleur de fonds pour ce projet-ci. On a beaucoup de projets avec eux aussi dans d'autres domaines. Puis, en Ontario particulièrement, on est proche de santé mentale en milieu scolaire Ontario. Donc, je travaille présentement à l'évaluation aussi d'un programme là, pour les 10e années de compétences socio-émotionnelles aussi, mais pour les plus grands, pour les ados. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de partager un peu de nos apprentissages qu'on a fait pour la petite enfance. Et puis, voilà. Donc, je vais demander à Jenny juste de partager peut-être la première diapo pour la présentation. C'est j'ai essayé j'ai cherché en fait le meilleur angle pour parler de Cultivons l'avenir, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas en fait là, commencer par parler de promotion de la santé mentale en petite enfance, une petite revue des connaissances, qu'est-ce qu'on sait, comment agir de façon efficace de manière universelle. Donc, je vais aborder certains concepts de base en promotion de la santé mentale, suivant le fait que peut-être certains d'entre vous ont peut-être moins de connaissances à ce niveau-là. Puis après ça, bien, on va voir comment on les a appliquées concrètement dans la conception de l'intervention pour Cultivons l'avenir, puis comment ça se traduit dans nos pratiques évaluatives aussi pour le projet. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, évidemment, là, je viens de le dire, donc nous, on travaille à la SRSA aussi dans le domaine de l'éducation, de la santé, des services de santé, promotion de la santé, développement des compétences. Donc, on a vraiment plusieurs champs d'action. On travaille, c'est un organisme qui est bilingue, donc on travaille en Ontario, dans les communautés de minorités de langues officielles, mais aussi par Canada, à travers le Québec aussi, mais à travers le Canada aussi. Donc, en tant que partenaire d'évaluation pour la FCO, une de nos tâches, en fait, c'est vraiment là, de regarder, là, dans le fond, de regarder les changements que l'intervention va apporter à plusieurs niveaux. Donc, au niveau individuel. Donc, dans ce cas-ci, pour le personnel éducatif. Ce qu'on cherche aussi à regarder, c'est vraiment les changements au niveau des pratiques. Donc, ça peut être des pratiques au niveau du secteur ou d'un service éducatif en particulier. L'autre chose aussi, c'est qu'on va regarder l'impact, les effets qu'on espère avoir au niveau du secteur. Donc, vous allez voir que Cultivons l'avenir, c'est une intervention qui est multiniveau. Donc, on essaie d'avoir vraiment une force de frappe à plusieurs niveaux. Puis nous, on vient en fait essayer de documenter les changements là, sur les 3 niveaux. Donc, prochaine diapo. Donc, en fait, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on vise à faire? C'est vraiment là, de se pencher un petit peu sur l'aperçu des connaissances. J'aimerais ça aborder particulièrement l'importance de l'intersectorialité, à ne pas confondre avec intersectionnalité, qui est aussi un concept au centre de l'intervention et important. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur comment on peut agir de façon intersectorielle de manière optimale. Ensuite, on va regarder un petit peu Cultivons l'avenir, la théorie du changement derrière, hein, par quel mécanisme on espère provoquer des changements. Puis aussi, bien, comment on cherche à évaluer nos progrès. Puis ici, j'élargirai un petit peu plus large parce que peut-être certains d'entre vous ont l'intention de mettre en place peut-être quelque chose, ça peut être une intervention en promotion de la santé mentale, mais comment on peut évaluer qu'on a eu un effet ou pas. Donc, quelques petites pistes de réflexion. Puis, il y a un temps pour questions-réponses, mais je vous encourage à utiliser le chat là, entre-temps s'il y a quoi que ce soit. Juste un petit instant. OK, parfait. Donc, une petite définition pour commencer, qui est vraiment là, très, très, très simple. En fait, c'est
Quand on parle de promotion de santé mentale chez les jeunes, on va vraiment parler de promotion de santé mentale. Mais quand on se centre sur qu'est-ce que c'est la promotion de la santé mentale, vraiment petite enfance, bien, on se rend compte que finalement, c'est une définition de développement socio-émotionnel qu'on a. Pour la même raison, en fait, qu'avant 5 ans, c'est difficile des fois de poser un diagnostic là, pour certaines conditions d'apprentissage ou certaines difficultés d'apprentissage, c'est un petit peu la même chose. Donc, en fait, j'ai utilisé une définition que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle donne déjà des pistes d'action. C'est celle utilisée par la Commission sur la santé mentale du Canada, qui est en fait la capacité de l'enfant de la naissance à 5 ans de bâtir des liens étroits et rassurants avec les adultes et d'autres enfants, à expérimenter, gérer, exprimer une gamme complète d'émotions, à explorer son environnement et à apprendre, mais le tout dans un cadre familial, communautaire et culturel. Et puis, ça se fait de culture, communauté. On essaie, dans le cadre de Cultivons l'avenir, de vraiment capitaliser dessus, ne serait-ce que parce qu'en contexte minoritaire francophone, euh, le personnel éducateur devient aussi passeur culturel aussi. Donc, il y a vraiment un aspect familial, communautaire et culturel qu'on essaye aussi d'exploiter de façon optimale. En fait, on souhaite de le faire de façon optimale. Je peux changer de diapo. Donc, en fait, ici, je fais juste une petite synthèse là, pour, pour le projet. On a dû faire quand même une demande éthique à Santé Canada. Donc, on est passé devant le comité d'éthique. Puis, en fait, on a préparé une synthèse des connaissances avec, dans le fond, un rationnel, excusez-moi l'anglicisme, le rationnel pour le projet, en fait. Donc, ce que je vous présente ici, c'est un petit peu la revue de la littérature qu'on avait fait pour le projet Cultivons l'avenir, mais qui est encore pas mal d'actualité. Donc, évidemment, vous savez tous, je pense que tout le monde ici s'entend là-dessus, que la nature et la qualité des relations d'un enfant qui vécu au préscolaire vont avoir un impact sur son cerveau et qu'un lien d'attachement fort, en fait, les deux sont à la base d'un développement sain et d'une bonne santé mentale tout au long de la vie. On sait aussi que les interventions ciblées, par exemple pour les enfants qui présentent certaines difficultés, elles sont efficaces, mais aussi que tous les enfants vont bénéficier des interventions. Donc, il y a vraiment une espèce de... La littérature démontre que même si les effets sont moins grands, il y a quand même un effet petit à moyen chez les enfants au niveau universel, donc chez tous les enfants, en fait. Donc, on a c'est bien d'agir de façon pour l'ensemble des enfants. Tout le monde va en retirer quelque chose, en d'autres mots. Il y a aussi le fait que, bien évidemment, là, le milieu de garde est un endroit là, idéal pour intervenir. Donc, la recherche, on dit ça, que le milieu de vie de l'enfant, c'est vraiment très, très important. Vous avez le modèle que vous connaissez tous sans doute, le modèle de développemental écologique, là, qui place l'enfant au cœur, et le service éducatif à la famille, le service éducatif et la communauté. Donc, et le système, tout ça s'inscrit. Donc, il y a vraiment, on pense que c'est vraiment l'endroit idéal pour intervenir. Je pense que beaucoup de chercheurs s'entendent là-dessus. Donc, en fait, c'est clair que une des raisons, en fait, qui est avancée pour cette hypothèse-là, c'est que la théorie de l'attachement est au cœur des interventions de petite enfance et que le personnel éducateur lui-même a vraiment un effet sur la réduction du stress et de l'anxiété chez l'enfant, la capacité à s'autoréguler et d'initier des contacts sociaux en présence d'un adulte faible, chaleureux et attentionné. Donc, pour ces raisons-là, intervention universelle, intervenir en milieu de garde, c'était vraiment deux aspects de la littérature qui nous démontraient que c'était de cette façon-là dont il fallait développer une intervention. Deuxième slide, s'il vous plaît. L'autre chose aussi que la littérature nous dit, c'est qu'on peut intervenir auprès des enfants directement avec des ressources pour apprendre à gérer ses émotions, s'autoréguler. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le développement professionnel du personnel éducateur est vraiment placé dans la littérature en premier comme un incontournable pour assurer la mise en œuvre de pratiques qui conduisent au développement des compétences socio-émotionnelles des enfants. Donc, ça, c'est clair, c'est un ensemble. Donc, je pense que le développement professionnel est aussi en demande. Les outils de développement professionnel sont en demande aussi de la part du secteur des services éducatifs. Donc, d'intervenir auprès du personnel éducateur devenait, ça allait de soi. Donc, c'est clair que en développant les compétences du personnel, bien, c'est sûr qu'on améliore la qualité de l'enseignement, on améliore la qualité des interactions avec les enfants et on améliore aussi la capacité de gérer le groupe. Donc, ça, c'est ce que la littérature nous dit aussi. L'autre chose, c'est que, évidemment, il n'y a pas une intervention ou un programme qui marche tout seul.
il y a des facteurs qui font en sorte qu'une intervention ou un programme va mieux fonctionner. Ce qu'on sait, c'est que c'est les effets des programmes de développement des compétences au niveau du personnel éducatif, ben, ça passe par l'adoption des mêmes approches avec le parent et l'éducateur envers l'enfant. Donc, il faut que les parents, de concert avec le personnel éducateur, vraiment arriment leur pratique. On va venir optimiser les effets des interventions en développement socio-émotionnel. L'autre chose aussi, c'est qu'on veut vraiment s'assurer qu'il y ait une relation positive qui s'installe entre les professionnels en petite enfance, les parents, mais aussi, on est en promotion de la santé mentale, on sort un petit peu du cadre, on veut atteindre tous les milieux de vie, donc il faut qu'il y ait une relation avec les services éducatifs, je veux dire, en milieu scolaire et au niveau des ressources communautaires et de la santé, évidemment, puis on va y venir un petit peu plus tard. Par contre, ce qui est aussi quand même intéressant, c'est que on n'a pas donné beaucoup de données probantes sur les effets qui sont en lien avec l'amélioration des connaissances, de l'auto-efficacité et du bien-être socio-émotionnel du personnel éducateur. Donc, on sait que ça fonctionne, mais on comprend mal exactement par quoi ça passe. Les mécanismes, donc derrière la boîte noire, un petit peu, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est sûr que dans le cadre d'un projet comme Cultivons l'avenir, d'être aux premières loges du développement d'une intervention, bien, nous, de notre côté, comme chercheurs, on a vraiment essayé d'étayer des hypothèses sur le changement qui va peut-être, qu'on espère en fait, qu'on espère atteindre là, au niveau des pratiques du personnel éducateur. Donc, prochaine diapo. Ah, au niveau de l'équité, parfait. Un point important, c'est qu'il y a très peu de programmes sur l'apprentissage émotionnel au préscolaire qui sont développés là, avec l'équité comme principe central. Ça ouvre la porte ça, à des critiques souvent. C'est beaucoup aux États-Unis, mais ça commence au Canada aussi, d'une programmation qui pourrait renforcer les comportements, les normes priorisées par le groupe dominant, souvent blanc de classe moyenne, et qui ne tiennent pas très compte en fait des valeurs et expériences de populations diverses. Pour ceux que ça intéresse, ce pan de recherche-là ou cette espèce de consultation avec les praticiens sur comment intégrer l'équité, on a accumulé pas mal de littérature là-dessus, donc je peux absolument vous donner une liste de références si ça vous intéresse. Comment on peut incorporer l'équité? Ben là, ce qu'on s'est fié beaucoup à un article de Ramirez. Il n'y a pas beaucoup de littérature, comme je l'ai dit, sur vraiment l'opérationnalisation, sur comment on peut appliquer concrètement les concepts d'équité dans nos pratiques. Parce que souvent, l'équité, on voit ça comme des principes et tout ça, mais ça se manifeste dans des pratiques. Donc, en fait, Ramirez a vraiment produit un article super intéressant sur qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans notre programmation, on peut incorporer des savoirs culturels, ceux qui relèvent de la pratique aussi, des expériences vécues des familles et des communautés. Puis, un autre aspect aussi de reconnaître dans notre pratique, dans notre façon de voir les choses, qu'il y a des injustices sociales, puis il y a des mécanismes d'exclusion qui sont présents, auxquels font face certains enfants et familles. Donc, avec ça en tête, la programmation avec la conceptrice du programme, les conceptrices du programme, puis je pense aussi avec le travail formidable des facilitatrices qui sont ici présentes aujourd'hui. Donc, c'est une façon, en fait, je pense, de juste réfléchir peut-être un petit peu collectivement sur comment ces principes-là peuvent être mis en application. Par contre, il faut faire attention au niveau de l'équité. Quand on parle d'équité dans un programme de développement socio-émotionnel, on peut être revendicateur ou on peut juste prendre conscience. Ici, c'est comme au Canada, on est vraiment plus en termes de prendre conscience des rapports inégalitaires. On ne pense pas à intervenir au préscolaire pour revendiquer. Quand on a un aspect plus revendicateur au niveau de l'équité, on le fait plus au niveau secondaire et post-secondaire. Donc, voilà, je voulais juste passer une petite note là-dessus. L'intersectorialité. Ça émerge en fait l'intersectorialité de la Charte sur la promotion de la santé d'Ottawa en 1986. C'était vraiment la reconnaissance que la santé, ça se construit dans les milieux de vie. Et puis, en fait, c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de principes là, sur lesquels on s'est basé là, pour développer, dans le fond, certains concepts clés. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est briser les silos. Donc, il y a des domaines d'action qui touchent les structures, par exemple, les différents ministères, les conseils scolaires, les écoles. Puis, ben, c'est ça. En fait, on divise les secteurs, puis ça nous rend pas service. Donc, ce qu'on veut, c'est pourquoi c'est important l'intersectorialité en promotion de la santé mentale? Ben, c'est vraiment parce qu'on veut agir sur les déterminants sociaux de la santé. Puis ici, je tiens à dire que
vous savez sûrement, vous êtes en contexte minoritaire francophone, mais le contexte minoritaire est considéré comme un déterminant social de la santé, autant que la petite enfance d'ailleurs, et l'accès aux services de santé de qualité. Donc, je tiens juste à mentionner ça. L'intersectorialité, ça nous permet d'agir pour la réduction des inégalités sociales de santé. C'est clair qu'on peut pas mettre une intervention juste sur un secteur. Ça serait illusoire de penser que juste agir en petite enfance, de façon isolée, va aider à réduire, en fait, réduire les inégalités. Il faut quand même agir sur plusieurs secteurs. Ce qu'on veut aussi, c'est coordonner les actions entre les secteurs. Donc, on peut avoir des actions intersectorielles horizontales, ça veut dire entre différents secteurs, mais aussi ce qu'on veut, c'est avoir un impact collectif. Ce qu'on veut, c'est vraiment, en fait, activer des leviers administratifs et financiers dans une mobilisation concertée. Donc, c'est ça qu'on veut aussi avec l'action intersectorielle. Donc, voilà pour les concepts un petit peu de base, là. Ah oui, je voulais vous dire aussi que dans le cas qui nous préoccupe pour Cultivons l'avenir, juste pour mettre la table sur la deuxième partie de la présentation, c'est que ce qu'on sait aussi dans le contexte minoritaire particulièrement, c'est que les enfants font face à plusieurs obstacles pour l'accès aux soins de santé mentale en la petite enfance. Donc, le manque de mécanismes de référence clairs, entre autres, le manque de financement destiné au programme de santé mentale à la petite enfance, le caractère inabordable des services spécialisés en santé mentale de l'enfant, puis aussi le caractère inabordable des fournisseurs de services liés au développement de l'enfant. Donc, je pense que tout ça fait en sorte que, puis ne mentionnons pas l'aspect isolé de certaines communautés aussi. Donc, je pense que ces facteurs-là ont vraiment poussé la FCO et nous, dans un second temps, qui est en arrière-plan, mais de vraiment réfléchir à une intervention qui permettrait aussi de soutenir un peu des changements à ce niveau-là. Donc, Cultivons l'avenir, on y vient. Dès 2019, en fait, on a soumis conjointement on a répondu dans le fond à un appel de proposition de l'Agence de la santé publique du Canada. Puis, en fait, on a été financé pour la phase 1 du projet. En phase 1, bien là, on développait un modèle d'intervention, on le testait. Donc, on est vraiment dans une approche développementale, d'évaluation développementale, mais aussi développementale parce que c'est important de raffiner l'intervention au fil du temps avec les besoins. Et puis, bien évidemment, la COVID est arrivée. Il a fallu changer un petit peu la façon dont on met tout ça en œuvre. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de changements de la phase 1 à la phase 2. Mais aujourd'hui, on est content de où est-ce qu'on en est. Je viens bientôt avec la théorie du changement derrière l'intervention. Sachez aussi que Cultivons l'avenir a été développé beaucoup avec les savoirs expérientiels et pratiques de la FCO. On a une lentille aussi, évidemment, de données probantes. Comme je viens de vous expliquer, c'est tout le développement de l'intervention est basé sur une revue de littérature rigoureuse. Mais aussi, en fait, on a consulté des experts du domaine, entre autres Dr. Jean Clinton de l'Université McMaster, qui a fourni aussi son avis sur l'intervention, particulièrement sur le volet formation, qui est une des 4 expertes renommées qui conseillent le gouvernement de l'Ontario sur les réformes du système d'éducation financé par des fonds publics. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance étayée du développement des jeunes enfants, développement du cerveau, parentalité et développement des actifs communautaires, on va le dire comme ça, pour une faute de mauvaise traduction de ma part. Donc, derrière, il y a certains cadres conceptuels. Prochaine diapo. Parfait. Il y a plusieurs cadres conceptuels pertinents qui sont derrière Cultivons l'avenir. Je pense que, bon, c'est ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais évidemment, tous les concepts de promotion de santé mentale, intersectorialité. Évidemment, la FCO amène de nombreuses connaissances, parce que ça fait longtemps qu'ils font de la formation dans les services éducatifs au niveau de l'apprentissage chez l'adulte, et pas seulement comment la pédagogie de l'adulte, mais aussi comment prendre en compte, en fait, par exemple, l'importance du bien-être socio-émotionnel des éducateurs, puis un petit peu comment on peut intégrer ça pour que vraiment on ait un changement au niveau des pratiques qui soit optimal. Évidemment, anti-oppression, féministe intersectionnelle, on est connaissant, je pense, qu'on priorise évidemment les connaissances, expériences, les perspectives des participants. Toujours aspirationnel, ces grands concepts-là, mais on souhaite éventuellement dans le temps d'être culturellement adapté. On sait entre autres que la population francophone est loin d'être homogène en Ontario, donc il y a à peu près 60% des Franco-Ontariens qui sont nés dans la province,
mais 16,16%, près de 20% là, sont nés au Canada et ailleurs dans le monde respectivement. Donc, ça, c'est en 2021. Donc, la population est diversifiée. Puis la main-d'œuvre aussi, les travailleuses, je le féminise, mais les travailleuses dans le secteur dans les services éducatifs sont principalement des femmes. Et il y en a beaucoup qui sont immigrantes elles-mêmes. Donc, tout ça fait en sorte que c'est vraiment au cœur quand même des processus d'évaluation. On essaie de vraiment reconnaître ça, puis aussi avoir tout le temps cette lentille-là dans les analyses. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui sont moins familiers un petit peu avec le terme modèle logique et théorie du changement, tout ça, c'est des bien grands mots pour parler de qu'est-ce que ça fait cette intervention-là, sur qui, puis comment on espère obtenir des changements. Donc, je peux vous envoyer la présentation va être partagée, mais je peux vous envoyer aussi, là, ça tient sur une page, ces affaires-là. Là. Mais en fait, nous, on a une approche développementale pour l'évaluation, une évaluation basée sur la théorie. Donc, on a travaillé longtemps, puis là, j'ai enlevé les hypothèses de la littérature et je m'excuse d'avance pour les petits caractères. Mais on a travaillé beaucoup, beaucoup pour essayer de détailler les hypothèses derrière chaque changement qu'on allait peut-être observer. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec le premier volet de Cultivons l'avenir? Ben, c'est de la formation et du soutien au personnel dans les services éducatifs. Donc, en fait, là, les formations, elles sont au nombre de 3 maintenant. On a des supports qui sont offerts par le leader pédagogique. Du partage de ressources auprès des parents, ça s'en vient tranquillement. Encore une fois, on est seulement en 2e année. Et puis, évidemment, là, c'est revoir le contenu avec une lentille d'équité et d'intersectionnalité dans ce cas-ci. Donc, évidemment, là, je ne détaillerai pas en détail là, toutes les hypothèses derrière les changements, mais c'est sûr que nous, avec l'évaluation, on regarde plus les changements à court terme. Hein. On s'entend que c'est une intervention ponctuelle. Donc, le personnel éducateur reçoit une formation et après, bon, vont peut-être avoir du soutien ad hoc, mais c'est vraiment, il y a une force de frappe qui est mise dans la formation de base, en fait. Donc, nous, à la SRST, on regarde tous les changements à court terme. Je vais parler un petit peu tantôt des outils. Toutefois, comme vous le savez, on a décidé d'agir plus large avec Cultivons l'avenir. Donc, oui, il y a de la formation, mais il y a surtout eu la mise en place d'un réseau provincial de promotion de la santé mentale en petite enfance francophone. Donc, la FCO a mis sur pied ce réseau-là en mettant tout d'abord en lançant des invitations à leurs contacts. Puis, je pense que Jenny est beaucoup plus à même que moi de vous parler un petit peu des détails. Mais en fait, ce qu'on vise avec le réseau, puis ça a commencé en pleine pandémie, là, fait que ça a pris du temps avant que ça se place, tout ça. Mais le but, en fait, c'est vraiment de se réunir, de mettre en commun des ressources, d'échanger des ressources, de se mettre ensemble, de se mobiliser pour activer certains leviers administratifs qui peuvent bloquer. Jusqu'à date, dans les rencontres du réseau, oui, il y avait des gens de différents secteurs de la santé, différents réseaux du secteur communautaire, beaucoup des conseils scolaires, mais il y a aussi des gens du provincial qui sont venus du secteur d'éducation. Donc, c'est exactement ce qu'on vise, d'aller comme ça vers le haut, mais aussi d'aller chercher beaucoup de gens là, à la table pour parler. Le réseau s'est centré sur 3 chantiers cette année qui ont été définis comme prioritaires. La première, en fait, c'est une meilleure transition, la meilleure première transition. Donc, vraiment, là, quand l'enfant passe du service éducatif au préscolaire, au scolaire. Donc, c'est vraiment ça qui était mis de l'avant. L'autre chose, c'est l'amélioration de la communication parent-personnel éducateur. Puis, finalement, le 3e volet, c'était en fait plus dans l'environnement bâti. C'était pour favoriser le contexte de l'utilisation du jeu aventureux, mais aussi, c'est ça, regarder un peu comment on peut faire de la place aux enfants dans l'environnement pour qu'ils puissent se développer à ce niveau-là. Évidemment, on sait que ces 2 interventions-là ne fonctionnent pas tout seules dans l'univers. Elles sont grandement dépendantes du contexte où elles sont mises en œuvre. Donc, pour nous, c'était clair qu'à tous les plans, à chaque fois qu'on fait une évaluation annuelle, qu'on présente dans le fond à l'agence, chaque année, on présente dans le fond une évaluation des effets. On tient compte du climat organisationnel, du service éducatif, mais aussi du secteur, mais aussi du bien-être du personnel éducateur en petite enfance. Donc, on le sait que les gens on manque de main-d'œuvre, c'est des travailleuses qui travaillent extrêmement fort, qui sont soumis à toutes sortes de pressions. Donc, on reconnaît vraiment le milieu de travail et tout ça. Donc, toute l'évaluation puis l'analyse est faite en fonction de ces facteurs-là aussi. Je présenterai rapidement la théorie du changement qui est vraiment juste une façon sur une autre page de faire excusez-moi, le modèle logique qui permet juste
en fait, de discuter un peu de ce qu'on vient de dire, mais de façon plus succincte. Ce modèle-là, on le partage c'est public, donc n'hésitez pas là, à demander une copie. On l'aimait beaucoup parce qu'il permet vraiment de mettre en relation les actions au niveau du personnel éducateur versus les actions du réseau, puis comment ces deux domaines d'action-là viennent se combiner pour essayer d'améliorer le développement socio-émotionnel des enfants. Prochaine diapo, Jenny, s'il te plaît. Donc, comment on évalue nos progrès en promotion de la santé mentale en petite enfance? J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Ça s'applique peut-être, c'est des leçons plus apprises, mais qui s'appliquent aussi, je pense, pour l'ensemble des interventions que j'ai évaluées dans ma vie, là. Mais c'est qu'on ne peut pas juste observer des changements au niveau individuel ou pas s'attendre à juste qu'il y ait des changements individuels quand on met en place quelque chose. Si on ne change pas les structures, les pratiques d'une organisation, ou même au niveau du secteur, ou comment on fait les choses au niveau du secteur, ben, c'est un peu difficile de voir des changements durables. Donc, bien comme par exemple dans Cultivons l'avenir, nous, on regarde les changements au niveau des connaissances, des attitudes et des pratiques du personnel éducateur, mais c'est sûr qu'on regarde d'autres choses aussi. Donc, on ne regarde pas seulement là, un individu. L'autre chose aussi qui est importante, c'est de regarder vraiment la mise en œuvre. Pas pour juste s'assurer que ce qu'on avait en tête a bien été appliqué tel qu'on l'avait conçu, mais aussi parce que dans le temps, si on veut s'assurer que les changements soient durables, qu'on met en place une intervention puis qu'on veut qu'elle continue dans le temps, il faut s'assurer que le milieu est prêt à le recevoir. Puis ça, sans une bonne idée de comment la mise en œuvre se fait, c'est très, très difficile d'y arriver. On a beau avoir du financement continu pour mettre en œuvre, si ça se fait d'une façon que ça ne convient pas aux gens, ça s'inscrit mal dans les pratiques actuelles, ça ne durera pas. Donc, vraiment, là, avoir une idée de comment les choses sont mises en œuvre concrètement dans le milieu de travail, c'est hyper essentiel. L'autre chose aussi qui est un indice qui nous montre qu'on a fait du progrès dans nos interventions en promotion de santé mentale, c'est qu'on offre, pardon pour le doublon ici de mots, mais on offre divers sujets, thèmes dans les programmes qui touchent les groupes en quête d'équité. Donc, on vient là, raffiner un petit peu nos outils pour vraiment s'assurer qu'on prend en compte l'équité. C'est une façon de s'assurer qu'on fait un petit peu de progrès. Puis, bien évidemment, là, c'est sûr, là, je parle plus au niveau de l'évaluation, mais quand on essaie d'évaluer si on a fait des progrès, c'est important de prendre une population qui est diverse. Donc, surtout dans un contexte d'intervention universelle. Donc, on veut rechercher une diversité, soit parmi le personnel éducateur qui reçoit la formation, soit parmi les enfants qui sont desservis, au niveau des régions, des profils, des expériences. Dans le cadre de Cultivons l'avenir, on a une région qui est beaucoup plus défavorisée que les autres en termes de revenus familial, selon les données du recensement. Donc, on a un petit peu une courte pointe, un petit peu de régions qui ont certaines caractéristiques aussi. Une qui a beaucoup d'immigration. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on recherche là, pour l'évaluation. Je peux peut-être changer de diapo, s'il te plaît. Ah oui, parfait. Merci. Donc, comment on va répondre aux questions d'évaluation? Puis là, ici, je parle vraiment au niveau de Cultivons l'avenir. En fait, c'est des changements sur le plan individuel, comme je disais. On fait des petits sondages là, auprès du personnel éducateur avant la formation. On mesure un petit peu les connaissances qu'il y avait, des pratiques et tout ça, puis après la formation. Ce qu'on veut, c'est bien évidemment là, dégager des effets des effets de la formation, mais ce qu'on veut aussi, c'est regarder leur profil socio-démographique, puis regarder s'il y a peut-être certaines catégories de personnel chez qui la formation peut-être est plus efficace ou répond à un plus grand besoin. Donc, évidemment, le but, c'est que ça plaise à tout le monde. Donc, c'est ça le caractère universel, encore une fois, de l'intervention. Sauf que on veut peut-être que, par exemple, le personnel éducateur qui a moins de qualifications va en retirer plus. Donc, on essaie vraiment de capter ces petites nuances-là. Puis, on fait aussi beaucoup de méthodes qualitatives auprès du personnel éducateur. On fait des focus groups, plusieurs fois par année pour chaque cohorte. Puis, on fait aussi là, des entrevues et des groupes de discussion avec les facilitatrices qui sont aux premières loges aussi, encore une fois, là, de la livraison du programme. Au niveau des changements sur le plan des pratiques, mais on regarde des rapports de mise en œuvre de la formation. On fait des entrevues avec des intervenants clés au sujet de leur programme et de leurs expériences avec Cultivons l'avenir. On s'entretient, entre autres, avec les directions de centres éducatifs. Donc, ça nous permet un peu de voir au niveau des pratiques qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas. On fait un sondage auprès du personnel éducateur, encore une fois. Puis, on fait des groupes de discussion avec le personnel éducateur là, pour recueillir leurs réflexions, encore une fois.
Maintenant, pour le troisième changement au niveau du secteur et des politiques, ça, c'est intéressant. En fait, on utilise, je vais parler premièrement un peu de la cartographie du réseau. Ça, c'est assez commun. Là, on regarde un petit peu la diversité des partenaires dans le temps, qui est impliqué sur tel chantier. On essaie de regarder, c'est plus descriptif en fait. On essaie vraiment de regarder là, si le réseau devient vraiment intersectoriel, c'est qui les piliers du réseau. Donc, on essaie un petit peu de comprendre un petit peu ces trucs-là. L'autre chose, c'est qu'on fait vraiment un suivi des actions intersectorielles effectuées par le réseau. On utilise un outil développé à l'origine par Angèle Bilodeau et Louise Potvin, des chaires de recherche du Canada, des approches communautaires et inégalité de santé, qui est situé à l'Université de Montréal. Et puis, c'est un petit outil tout simple, en fait, qui est basé sur des données, des données probantes, des données sur une bonne théorie en sociologie, des organisations. Donc, c'est assez utile, mais il est très vulgarisé, puis en fait, il est disponible gratuitement en ligne, là. Donc, on l'utilise dans le cadre de Cultivons l'avenir, en fait, pour suivre les actions intersectorielles. Donc, si au bout de 4 ans, on met en place un changement, même si c'est débloquer des fonds pour, je ne sais pas moi, améliorer la première transition, par exemple. Mettons qu'on arrive à cette action-là. Mais en utilisant l'outil de façon prospective, c'est-à-dire dans le temps, on vient en fait, on vient en fait dire que c'est à cause du réseau que l'action a été faite. Ou on est capable de contextualiser un petit peu plus quelles actions du réseau ont été mises en œuvre qui ont permis l'atteinte de ce résultat-là. Donc, c'est un petit peu de la façon dont on l'utilise et pour planifier aussi les actions du réseau. Je pense que j'ai comme sauté quelque chose tantôt, par exemple. Je vais juste revenir en arrière vite, vite. Tantôt, quand je parlais des changements sur le plan individuel, il y avait une petite bulle. Puis, il est écrit pourquoi on n'évalue pas les changements sur les parents directement ou les enfants directement. Puis, je tiens juste à rajouter ça parce que c'est peut-être une question qui allait se poser. On y a pensé. La première mouture qu'on a soumise à l'agence, il y avait des sondages avec les parents. Mais avec le COVID, puis avec la difficulté de rejoindre les parents, on a comme un petit peu fait un pas de recul. Puis, on s'est dit qu'on allait vraiment se centrer sur les aspects de mise en œuvre, les aspects aussi au niveau du personnel éducateur, des changements au niveau du personnel éducateur. Puis, bien, regardez au niveau des enfants, c'est parce que ça serait peut-être un petit peu prématuré. Donc, c'est vraiment dans le temps que les pratiques vont changer puis qu'il va avoir des effets vraiment durables sur les enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas utilisé cette approche-là. Donc, je voulais juste faire un petit bémol. La dernière partie de la présentation, puis ensuite, on va passer aux questions, vos commentaires. En fait, c'est que inutile de vous dire qu'avec le COVID, pas juste le COVID, mais aussi dans le contexte dans lequel on a mis en place l'intervention, ben, il y a eu beaucoup de défis rencontrés, puis des solutions qui ont été proposées, puis qui ont été mises en œuvre, on peut le dire aussi. La première, en fait, c'est les besoins en continu d'adapter le contenu de la formation pour répondre aux besoins du personnel éducateur. Puis, c'est pour les répondre aux besoins, mais c'est aussi parce que après, suite à la phase 1, après l'évaluation, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un manque sur certains contenus qu'il fallait absolument mettre en place pour soutenir le développement émotionnel des enfants. Donc, le contenu a été ajusté. Puis encore, même aujourd'hui, il y a tout le temps des petites choses qui peuvent peut-être un petit peu changer au fil du temps. C'est clair que dans une approche développementale, d'évaluation développementale, le changement est bienvenu parce qu'il vise à rendre tout le temps la formation plus appropriée pour le personnel éducateur. Donc, c'est grandement souhaité, en fait, que ce soit comme ça, mais c'est quand même un défi au niveau de l'évaluation aussi de pouvoir comparer les cohortes entre elles chaque année. Donc, à chacun ses défis. Ensuite, ben, c'est sûr qu'au niveau de l'engagement du personnel éducateur, ça a été difficile. Je viens de parler des compressions dans le système. Puis aussi le fait que pendant le COVID, ben, on était dans un mode hybride, ça n'a pas favorisé l'engagement du personnel. Donc, les facilitatrices sont passées à un mode en présentiel. Puis, si vous avez des questions là, sur le passage du mode hybride à présentiel, elles sont parmi nous, donc n'hésitez pas. Donc, on a répondu. Je pense que ça, c'était une façon de répondre rapidement, dans le fond, au contexte qu'il y avait besoin on avait besoin de changer cet aspect-là. L'autre chose aussi, c'est que le recrutement a été difficile, dans le fond, de recrutement des services éducatifs, mais aussi du personnel pour qu'ils puissent s'inscrire à Cultivons l'avenir, à la formation. Donc, maintenant, il y avait au début, c'était quatre rencontres de suivi, 4 rencontres initiales. Ça faisait 8 rencontres, ça faisait beaucoup. Maintenant, le format a été rechangé. Maintenant, c'est 3 formations en présentiel. Et je pense que la satisfaction est au rendez-vous cette année.
Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais c'est sûr que même au niveau de l'évaluation, on a de la difficulté à ce que tout le monde remplisse ses sondages. C'est beaucoup demandé à ces gens-là, souvent, qui le font sur leur temps ou le soir. Donc, ça reste compliqué un petit peu de recruter là, à tous les niveaux le personnel. Donc, je suis en plein dans mon temps. Je m'étais dit qu'on garderait peut-être 20 minutes pour les questions et tout ça. Peut me poser n'importe quelle question. Je me sens outillée parce que les gens de la FCO sont là aussi aujourd'hui. Fait que c'est tellement un partenariat fort, même au niveau de l'évaluation, que je pourrais vous laisser les questions qui sont plus en termes de mise en œuvre. Jenny, peut-être, puis Karina et Julie, si vous voulez bien. Puis si c'est des questions qui concernent la recherche, l'évaluation, vous pouvez me les poser. Peu importe, là, je suis ouverte. Mais on avait des petites questions pour vous aussi là, qui pourraient nous aider aussi pour le futur. Donc voilà, Jenny, est-ce que tu veux. On peut peut-être garder ou mettre les questions dans le chat, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est Comment ça, tu pour veux pouvoir se procéder? voir un peu plus Ouais. proche. Donc, je vais arrêter le partage d'écran puis nous laisser nous voir en grand. Merci beaucoup. C'était un bon résumé de toute l'ampleur du projet. Donc, pour ceux qui étaient de près ou de loin dans ce projet-là. Donc, on avait quelques questions. Et moi, juste les copier, les mettre dans le chat. Donc, je vous ai renvoyé les questions ici. Si vous voulez répondre à une de celles-ci ou si on en avait d'autres sur la présentation qu'on vient d'avoir. Donc, c'est dans le contexte actuel, comment développer d'autres interventions universelles. Donc, qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans tous les centres pour assurer que chaque enfant bénéficie du programme Cultivons l'avenir ou au programme de promotion de la santé mentale. Comment améliorer l'équité aussi dans les programmes de formation du personnel éducateur. Est-ce que vous avez des pistes de choses à considérer pour ce qui est attrait de l'équité? Et quelles devraient être les priorités d'action du réseau? Donc, Geneviève a fait un survol du réseau provincial de promotion de la santé mentale qui se penche surtout sur la transition scolaire harmonieuse, puis outiller le personnel éducateur aussi dans leurs conversations avec les familles. Donc, est-ce qu'il y a des actions auxquelles vous pensez quand vous entendez ça, que vous dites que ce serait un bon départ pour le réseau en tant qu'action ou une bonne suite logique à ça? Mais si vous avez toute autre question concernant la présentation, vous êtes ouvert. Donc, ça se veut les dernières minutes, un espace de conversation entre nous. Jenny, je me suis rendu compte aussi que dans mon désir de vous parler de l'aperçu des connaissances puis de les affaires un peu plus techniques, on a oublié de mettre le contenu de la formation. Peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés de savoir qu'est-ce que c'est la formation Cultivons l'avenir, qu'est-ce qu'on aborde vraiment comme thème. Je ne sais pas si on a un lien vers le contenu de la formation, tu sais, qu'on pourrait mettre dans le chat aussi pour ceux qui seraient intéressés là, à voir les grands thèmes abordés, ou je ne sais pas, Karina, je ne sais pas, je lance ça dans l'air, là, mais je ne les ai pas mis dans la présentation, puis je m'envoyais désolée. Ben, la formation Cultivons l'avenir est sur trois samedis, comme tu as dit, donc 3 modules. Donc, qu'il y a une progression. Peut-être que Karine et Julie sont mieux outillées que moi pour décrire tout ce qui est dans la formation. Moi, c'est moins frais dans ma tête. Mais sinon, aussi, vous avez dans ceux qui se sont inscrits via le lien MAP, vous avez le rapport aussi, donc qui vous dit beaucoup, qui vous en parle un petit peu. Donc, il y a des documents qui venaient dans le lien MAP. Mais peut-être si vous voulez brièvement, une de vous deux, prendre la parole. Julie, veux-tu aller? Ben, écoutez, c'est vraiment, ça l'enveloppe vraiment le développement socio-émotionnel des jeunes enfants, comme Geneviève vous a mentionné. On part vraiment des connaissances des participants, des participantes. C'est tellement important. Puis il y a tellement de belles prises de conscience sur ce qu'ils ont déjà de mis en place, mais ils ne réalisent pas nécessairement que c'est des choses qu'ils font dans leur pratique de tous les jours. C'est juste qu'avec comment je vais vous dire, des expériences concrètes qu'on vit dans les formations, ça les amène à réfléchir plus en profondeur sur le sujet du développement socio-émotionnel. On parle beaucoup aussi de l'importance de prendre soin de soi pour être capable justement de le transmettre auprès des familles, auprès des enfants. Je pense que ça a eu un gros impact au sein des participants, des participantes, de prendre ce pas de recul-là, d'un pas de reculon, si je peux le dire comme ça, là, être capable de prendre soin d'eux parce que la vie, elle va à la vitesse de l'éclair et parfois, le personnel n'est pas nécessairement conscient
de l'importance de prendre soin de nous et de prendre du temps pour nous. Donc, ça leur fait réaliser aussi de comment on peut le transmettre auprès des enfants, comment est-ce qu'on peut avoir de la flexibilité dans le temps sans nécessairement presser les enfants là, dans le temps, dans notre pratique là, de tous les jours. C'est tellement gros, il y a tellement de sujets qu'on touche, facteurs de risque, facteurs de protection, qu'on touche ou que, encore une fois, le personnel éducateur n'est pas nécessairement conscient de l'impact que ça a sur le développement du cerveau des jeunes enfants. Nos attentes, comment nos attentes peuvent être parfois élevées. Comment est-ce que ça a un impact dans la santé mentale des jeunes enfants. Donc, je ne sais pas, Julie, si tu veux poursuivre, il y a tellement à dire. Puis comme je vous dis, tout ça, c'est par le biais d'expériences concrètes qu'on a en présentiel, qui est un format, je dois vous dire, là, absolument incroyable à vivre avec chaque groupe qu'on a eu depuis le tout début. Donc, voilà pour ma part. Oui, ça fait un bon survol. C'est sûr qu'il y en a beaucoup de contenu, comme tu le dis, la gestion du stress, il y a l'importance des saines habitudes de vie, le jeu extérieur, on parle de la gestion des émotions, le continuum du développement socio-émotionnel de l'enfant, que des fois on n'est pas conscient quand tu parles des attentes, donc continuum, donc c'est inséré dans la formation pour justement adapter nos attentes envers les enfants, puis notre image qu'on a aussi de ce qu'ils ressentent. Je vois qu'il y a une question ici, donc je ne sais pas laquelle qui veut nous parler, Camille, puis Kelsey et Katharina. Oui, bonjour, c'est Camille, mais vous voyez plus... Ah, OK, c'est moi, c'est Camille. on a un hibou, alors on est en réunion ensemble. Puis je m'excuse, j'ai manqué complètement le début de la présentation, là, mais ça a l'air super intéressant, la formation dont vous parlez. Puis, tu sais, c'est pour appuyer un peu ce que tu dis, Karina, tu sais, sur le fait que la chose la plus importante, c'est de prendre soin de notre propre santé mentale parce que c'est vraiment la base de tout. Quand nous, en tant qu'éducatrice ou en tant que parent, on est régulé et calme, on peut vraiment faire des interventions à la fine pointe de ce qu'on veut faire, mais quand on l'est pas, c'est là où est-ce que nos interventions sont peut-être pas autant bonnes que ce qu'on voudrait. Puis ça crée du stress à l'intérieur de nous, mais à l'intérieur des enfants, puis du groupe d'enfants aussi. Mais par rapport à ça, tu sais, je ne sais pas si c'est une question ou juste une déclaration, là, mais tu sais, c'est avec la pénurie d'éducatrices, la pénurie de personnel, c'est tellement difficile d'avoir du soutien puis d'avoir de l'aide pour les enfants qui ont des besoins particuliers que dans les salles de classe, on le voit ici, nous, Kelsey, Katerina et moi, on travaille à la Rivambelle, on est à London et à Sarnia, puis on le voit dans les salles de classe qu'il y a tellement de comportements chez les enfants maintenant, beaucoup plus qu'avant dans les dernières années. Puis auparavant, on avait beaucoup plus de soutien avec des éducatrices spécialisées qui pouvaient venir quelques heures dans nos salles de classe puis venir soutenir les éducatrices avec les enfants qui ont des besoins particuliers. Puis ça, c'est vraiment tellement rare maintenant qu'on est capable d'avoir ça, tandis que les besoins sont encore plus grands. Alors, tout le monde est étiré là, au maximum. L'élastique est en train de lâcher. Fait que ça crée un cercle pour la santé mentale, puis les besoins en santé mentale qui est comme, tu sais, je trouve ça vraiment bien ce que vous dites, puis vraiment, je suis vendue à 100%, mais dans l'application, là, vraiment, dans la vraie vie, dans les groupes de petite enfance, comment le faire pour que ça fonctionne, comment se sortir de ce cercle-là, d'avoir des besoins puis moins de ressources, puis oui, de prendre soin de notre santé mentale en premier pour être capable de l'appliquer, mais vraiment, c'est difficile de le faire dans le contexte actuel. Je n'ai pas vraiment de question, je pense, c'était juste une déclaration de ça, là. Mais je vais aller chercher un peu plus sur ce que vous avez présenté. Par exemple, ça avait l'air très intéressant, puis je m'excuse, j'ai manqué la première partie, je pense, j'ai manqué une demi-heure, en fait. Alors, j'ai manqué une grosse partie, je m'en excuse. Mais je pense que c'est enregistré, hein, je peux y retourner. OK, parfait. On va vous partager l'enregistrement Merci. aussi, la présentation, si vous le désirez, comme ça vous pourrez aller lire les slides que vous auriez manqués. Je prends la question de Pascal. Ah, vous êtes encore en sourdine, on vous entend.
Merci. Bonjour. Je voulais savoir parce qu'on a parlé que c'était 3 samedis en présentiel, j'aurais voulu, alors peut-être pas là, mais avoir la possibilité de mieux saisir où est-ce que ça peut avoir lieu, les horaires et effectivement le programme plus détaillé. Et notamment, est-ce que on peut tout simplement proposer par exemple, une indicatrice d'y participer, et est-ce que ce sont des groupes comme ça qui se constituent à partir de personnes qui viennent d'un petit peu partout, ou est-ce que c'est plutôt des groupes que vous voulez constituer au sein de même centre de garde? Voilà, c'était un peu mes questions pour être plus arriver dans du concret. En fait, étant donné que c'est en présentiel puis qu'on offre dans une région en particulier, on essaie d'aller dans un même centre, mais aussi parce que on remarque que pour changer des pratiques, il faut que la majorité ait eu les mêmes réflexions, je dirais, puis soit enclin à vouloir me proposer des choses comme changement dans le centre. Donc, la gestion qui les supporte, donc une superviseure participe, puis que les employés puissent avoir des discussions entre eux sur comment on améliore nos pratiques, comment on fait différemment, considérant qu'on vient de prendre des prises de conscience lors de la formation. Donc, c'est ça. Puis, en avril, on va ouvrir des cohortes. Donc, on va ouvrir des gens qui veulent inscrire leur organisme. Donc, c'est à vous. Après ça, on voit avec l'horaire. Souvent, il y a quelques possibilités, mais je peux vous envoyer un courriel avec l'information, Pascal, si vous le désirez, sur les Oui, prochaines cohortes qui vont avoir lieu. tout à fait. Merci beaucoup. Jenny, si tu me permets, j'aimerais ajouter cet aspect-là. Donc, tout au long de la formation de Cultivons l'avenir, oui, on réfléchit avec chaque équipe sur leurs pratiques, mais on offre aussi des stratégies. Donc, vous allez voir les stratégies qu'on offre qui amènent vraiment des grandes prises de conscience. Parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de faire depuis tellement tant d'années qu'on essaie de déconstruire. Et par le biais justement de réflexion, on réussit à apporter les changements parce qu'on veut les changements durables. Hein. Puis du moment où il y a ces prises de conscience-là, ben bang, c'est un début. C'est un début justement pour ces changements durables-là. Hein. Donc, si ça peut là, répondre un petit peu là, aux questions que oui, effectivement, là, dans les 3 journées de formation, il y a des stratégies là, qui vous sont offertes. Puis, si je peux ajouter, Karina, tu sais, nous, quand on a fait l'évaluation, c'est sûr que les données nous disent que l'année passée, entre autres, mais ça se poursuit, primeur, ça se poursuit aussi cette année, c'est qu'en fait, que les gens nous disent, c'est qu'ils vont changer des choses vraiment, comment ils font les choses au quotidien. Puis, une des premières choses qui se passe, c'est j'observe vraiment mieux l'enfant. Je sais, j'ai une meilleure façon de l'observer. Je fais des meilleures observations, puis j'interviens bien mieux comme quand il y a une petite crise ou peu importe, mais on voit vraiment que rapidement, il y a un changement dans l'interaction. Puis, tu sais, ça c'est pas juste au niveau des connaissances, des attitudes, on va plus loin, là. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas changer non plus, tu sais, quand ça fait 20 ans qu'on fait les choses d'une telle façon qu'on va tout changer du jour au lendemain, mais en fait, le personnel d'éducateur nous a communiqué qu'il a changé certaines petites façons de faire, là. Donc, ça peut paraître mineur, mais ça ne l'est pas. Donc, c'est intéressant, ouais. Si je peux me permettre d'ajouter aussi, qu'est-ce qu'on entend beaucoup des participantes, c'est que c'est pas fini à la formation. Souvent, on fait un retour sur la formation précédente, puis il y a beaucoup de transferts à la pratique, puis beaucoup de ça arrive à cause des réflexions, à cause des équipes à participer ensemble, ils ont eu les mêmes messages. Donc, souvent, ça les apporte OK, on a une nouvelle situation qui est arrivée, puis là, ils sont plus capables de réfléchir ensemble avec qu'est-ce qu'ils ont pris de la formation, puis là, qu'est-ce qu'on fait pour mettre ça en pratique? Donc, ça apporte vraiment l'équipe à pratiquer la pratique réflexive sur comment qu'on peut changer nos pratiques, puis comment qu'on peut faire un changement durable. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions de la part des gens qui sont présents avec nous. Sinon, bien, je vais communiquer avec vous, Pascal et Camille, pour la suite des choses. Puis pour le reste des gens qui sont ici, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous en avez appris plus sur le projet Cultivons l'avenir, sur nos apprentissages à nous à la FCO, mais aussi avec tout le lien
qui nous ont poussé à cette intention de projet. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes pour ceux à qui je ne reparlerai pas. Puis sinon, je vous attends le 18 janvier pour notre prochain webinaire, si vous le voulez. On va parler de pratiques sur comment joindre les familles via les réseaux sociaux. Donc, un sujet bien intéressant sur comment rejoindre les familles en termes de promotion de la santé mentale, encore une fois. Donc, un rendez-vous le 18 janvier prochain. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.